Le cancer de la prostate tue chaque année 10 000 personnes à travers le monde. C'est pour mieux informer les populations sur la maladie que la journée mondiale de la prostate est commémorée tous les 20 septembre. La ville de Gagnoa a vibré il y a quelques jours au rythme du festival Glolo, un festival qui s'est fixé comme objectif la promotion de la culture BT. Et puis, malgré le non majoritaire en Écosse, le référendum fait des émules. Voilà les grands titres de ce 12h30. Bonjour à tous. Premier cancer chez les hommes, la prostate affecte 40 000 personnes dans le monde chaque année et 10 000 en meurent. Le cancer de la prostate reste à ce jour peu connu des populations, d'où la journée mondiale de la prostate. Cette journée, célébrée tous les 20 septembre, vise à sensibiliser les professionnels de la santé et aussi le grand public sur les signes annonciateurs de la maladie et le mode de prévention. On en parle avec Marie-Christelle Honda et Serge Gongoma. Le samedi 20 septembre est la journée européenne de la maladie de la prostate. La prostate, un organe génital masculin situé entre la voie urinaire et la voie génitale, est présente uniquement chez l'homme. Elle fait partie du système reproducteur masculin. Située en avant du rectum, juste sous la vessie, elle mesure environ 3 à 4 cm de long et 3 à 5 cm de large. Chez le jeune homme, la prostate fait environ 20 grammes. Peu connue, la maladie de la prostate peut être le siège de 3 affections principales. En général, on a 3 maladies au niveau de la prostate. Nous avons la prostatite, elle peut être aiguë ou chronique. Il y a l'hypertrophie bénigne de la prostate ou adénome de la prostate et le cancer de la prostate. Considérée comme la maladie des adultes de plus de 50 ans, elle peut toucher également les plus jeunes. L'hypertrophie bénigne de la prostate survient chez les patients à partir de 50 ans. Et la prostatite, elle survient à tout moment, mais elle est plus fréquente chez les sujets jeunes parce qu'elle est due aux infections, aux IST, les infections sexuellement transmissibles, et aux infections urinaires. Face à l'ampleur de la situation en Côte d'Ivoire, une sensibilisation plus accrue de la population est nécessaire sur la pathologie, ses symptômes, ses conséquences et la conduite à tenir pour éviter cette maladie. Que ce soit le cancer ou bien l'hypertrophie bénigne de la prostate, n'a rien à voir avec les rapports sexuels. Dès qu'on ressent les premiers signes déjà, il faut consulter. Même déjà à partir de 50 ans, un homme doit déjà commencer à faire son bilan. Maintenant, si vous êtes issu d'une famille où il y a un cancer de la prostate ou bien une famille à cancer, déjà à partir de 45 ans, il faut se faire dépister. Le cancer de la prostate est très fréquent chez l'homme à hauteur de 9,3%, chiffre d'octobre 2012. Après avoir accepté de déposer les armes, des ex-combattants ont suivi une formation dans la région du Gontougo. Les attestations qui sanctionnent cette formation leur ont été remises il y a quelques jours. Le point de la cérémonie avec Norbert Seyi et Thérèse Tapé-Yoboué du service régional de la rédaction. Ils sont au total 621 ex-combattants à avoir suivi le stage au centre de résocialisation de Kwassi-Ndawa dans le département de Bondoukou. Selon le responsable du centre, ces ex-combattants ont été formés notamment aux droits de l'homme, au civisme, à la discipline, ainsi qu'à la gestion de la cellule familiale. Cette formation vise, entre autres, à aider les ex-combattants à rompre avec leur passé et à choisir leurs activités futures, à réacquérir des fondements du comportement citoyen et de la vie en société. Au terme de notre stage de formation, nous invitons et encourageons tous nos camarades ex-combattants à venir s'inscrire et participer à ce programme de resocialisation qui leur permettra à terme d'améliorer et de changer leurs conditions de vie. Le chef du bureau de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration du Gontougo a exhorté les ex-combattants à soutenir la structure qui est chargée d'exécuter des actions pour la sécurité et une paix durable en Côte d'Ivoire. Le représentant du président du conseil régional du Gontougo et celui du maire de Bondoukou ont exprimé l'intérêt qu'ils accordent au processus DDR. Ils ont souhaité le voir couronné de succès et apporter un plus dans la recherche de la paix en Côte d'Ivoire, au-delà de sa contribution à l'amélioration des résultats d'une intégration sociale durable des ex-combattants. La DDR dispose de 6 centres de resocialisation en Côte d'Ivoire, dont celui de Kwassi-Ndawa, qui, depuis son ouverture le 4 mai dernier, a accueilli
2116 ex-combattants, dont 196 femmes. En bref et en images, le président ivoirien Alassane Ouattara a quitté Abidjan hier samedi pour New York. Il va prendre part à partir de mardi à l'Assemblée générale des Nations unies. Cette 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies a pour thème un programme transformateur de développement pour l'après 2015. Et puis en marge de cette Assemblée générale, le chef de l'État aura des entretiens avec le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires africaines Linda Thomas-Greenfield et le président de la Banque mondiale Jim Yong Kim. 3 jours de confinement national ont été décrétés en Sierra Leone, un pays fortement touché par Ebola. L'interdiction de circuler a commencé vendredi 19 septembre et doit prendre fin ce dimanche. Les forces de l'ordre et les personnels de santé ne sont pas concernés par la restriction. La mesure vise à informer les populations, à prévenir et détecter les nouveaux cas. Les rues sont désertes. À Freetown, la capitale sierra-léonaise, comme dans le reste du pays, le confinement a commencé. L'enjeu est d'enrayer la progression de l'épidémie Ebola. Jusqu'à dimanche, les Sierra-Léonais ont interdiction de quitter leur maison. Ils se montrent compréhensifs. Nous prions pour qu'après ces 3 jours de confinement, Ebola soit éradiqué. Avec la famille à la maison, on espère avoir plus d'informations que ce que nous savons déjà. Les seules voitures autorisées à circuler sont celles des forces de sécurité et des personnels de santé. 30 000 agents sont mobilisés pour faire du porte-à-porte. Leur mission, répertorier les cas suspects, informer sur la maladie, distribuer des savons pour prévenir la contagion. Nous venons pour les sensibiliser à la maladie, pour qu'ils sachent comment se prémunir, car Ebola menace nos vies. La visite sanitaire est bien. Au début, on a paniqué. Beaucoup de gens ont fui parce qu'ils disaient que les agents de santé allaient venir prendre notre sang et nous donner Ebola. On a eu plein d'informations contradictoires. Les rumeurs les plus folles restent difficiles à combattre. Dans un message à la nation, le président sierra-léonais interpelle tous ses concitoyens et leur demande de coopérer. Pour gagner, chacun de nous a sa part à jouer. Si une seule personne ne joue pas son rôle pour contenir la maladie, le combat sera perdu. Loin d'être rassurés par cette mesure de confinement, certains Sierra-Léonais quittent le pays. Les mouvements incontrôlés se multiplient, c'est ce que constatent les officiers de santé guinéens postés à la frontière sierra-léonaise. Il y a un afflux massif de passagers en provenance de la Sierra Leone qui rentrent sur le territoire guinéen. Si moi-même je suis parti, j'ai vu des routes dans la brousse là qui rentrent. Il y a des passagers là-bas qui fuient le contrôle, des 2 contrôles là qui rentrent dans la brousse. Ce genre de mesures contraignantes pour lutter contre la maladie d'Ebola est inédite. Son efficacité reste à prouver. Il n'y a pas de cas d'Ebola au Sénégal, mais les autorités ont décidé de maintenir quand même les mesures d'hygiène. À côté d'eux, les artistes sénégalais s'organisent pour contribuer à la sensibilisation. Union des voix, union des cœurs contre Ebola. Tel ce clip qui regroupe une dizaine d'artistes sénégalais, les figures de proue du mouvement hip-hop notamment, qui ont décidé de sensibiliser en chantant. L'accent est mis sur les mesures de prévention. On a eu l'inspiration taf de faire un son de par nos moyens d'abord, après de voir comment est-ce qu'on peut organiser une tournée dans les régions les plus reculées du Sénégal, frontaliers avec la Guinée et autres, pour mieux les sensibiliser. Pendant que la vidéo enregistre de plus en plus de vues sur Internet, d'autres activistes de la toile sont également mobilisés contre la propagation du virus en créant une page Facebook dénommée Send Stop Ebola. Il s'agit de l'association des blogueurs sénégalais qui, en plus de créer des badges, partagent des informations sur tout ce qui touche la maladie via les médias sociaux Facebook et Twitter.
C'est une campagne virale sur les réseaux sociaux dont le but était d'abord d'informer les Sénégalais sur les mesures d'hygiène à prendre, de faire en sorte que les gens ne cèdent pas à la panique, parce qu'on s'était rendu compte qu'à côté en fait de cette épidémie qui s'était déclarée dans la région, il y avait une autre forme d'épidémie avec cette peur qui était en train de naître, ce rejet, etc. On a voulu donc mettre fin en fait à cela. 3 semaines après sa création, Stand Stop Ebola a enregistré plus de 2500 adhérents, parmi lesquels des personnalités influentes comme Youssou N'Dour. Plus aucun cas d'Ebola au Sénégal, mais la vigilance reste de mise. Retour ici en Côte d'Ivoire, précisément à Gagnoa. La ville a abrité il y a quelques jours le festival du Glolo, un festival de culture qui a permis aux artistes des régions du Gor et du Haut-Sassandra de s'affronter en conte, en poésie et en chant du terroir bété. 3 jours donc de festivités culturelles organisées par l'association Awale Agriculture. Serge Coléa. Pour cette première édition, le festival Glolo, activité culturelle de haute portée traditionnelle, a tenu le pari de promouvoir l'art oratoire bété, musicalement parlant. 19 troupes issues des régions du Gor et du Haut-Sassandra ont tenu le public de Gagnoa en haleine 3 jours durant. Autour du thème culture et cohésion sociale, les formations artistiques ont rivalisé de talent. À travers contes, chants et paroles poétiques, la culture bété s'est exprimée. Le festival Glolo de Gagnoa a bénéficié du soutien des autorités préfectorales et municipales. Le parrain de ce festival, Kessie Ambroise, s'est réjoui de cette initiative qui valorise la culture en pays bété. Pour Hortense Bekouan-Zagbayou, présidente de l'association Awale Agriculture, initiatrice du festival Glolo de Gagnoa, il s'agit de susciter une dynamique culturelle dans la région en créant une plateforme artistique, faire de la région du Gor une destination touristique. Prestations artistiques, concerts avec John Yale, expositions sur les arts et traditions du terroir ont meublé le festival. Dans la discipline chant, Lago Guinan de Daloa a été déclaré vainqueur. Les femmes de Tapenaouye sont les meilleures conteuses et le télégroupe de Karakoua à Oumé a dominé la compétition des paroles poétiques. L'association Awale Agriculture annonce une 2e édition plus riche et diversifiée du festival Glolo de Gagnoa. Ils ont voté non en majorité le 18 septembre dernier. Les Écossais continuent donc de faire partir de la Grande-Bretagne. Mais 48 heures après, le référendum continue de faire des émules. Soulagement pour les uns, déception pour les autres. Au lendemain du référendum d'autodétermination, des échauffourées ont opposé à Glasgow les partisans de l'Union et ceux de l'indépendance. Malgré la victoire du non, l'onde de choc de cette consultation se fait sentir au-delà de l'Écosse. Un peu partout dans le monde, les partisans de l'autodétermination relèvent la tête. Cela va continuer et d'une certaine manière, il faut voir le simple fait d'organiser un référendum comme un tremblement de terre qui aura des répliques dans différentes parties d'Europe. En Catalogne, le Parlement régional a voté hier une loi autorisant une consultation populaire à caractère non contraignant malgré l'opposition de Madrid. Artur Mas, le président de région, estimait hier que les Catalans avaient les mêmes droits que les Écossais de déterminer leur avenir. En Belgique, des militants indépendantistes flamands arboraient ces derniers jours des drapeaux écossais. Et en Ukraine, des partisans de la République populaire de Donetsk affichaient leur soutien à une Écosse séparée du Royaume-Uni, comme s'il s'agissait du même combat. C'est d'une certaine manière un rejet de la mondialisation et des grandes structures supranationales, que ce soit les grandes multinationales ou les grandes organisations comme l'Union européenne.
Dans des régions aussi éloignées de l'Écosse que l'Himalaya, les répercussions du référendum d'autodétermination se sont faites sentir. Les leaders politiques du Cachemire pakistanais ont rappelé à l'Inde sa promesse faite il y a 60 ans d'organiser une consultation de ce type dans le Cachemire indien. Certains analystes font valoir qu'une plus grande autonomie accordée aux régions peut réduire les soutiens à l'indépendance. Je pense que la conclusion de tout cela est qu'en accordant plus de transferts de pouvoir et plus de fédéralisme, cela peut réduire les volontés de séparation et de divorce au sein des pays. C'est sans doute ce qui s'est passé au Royaume-Uni, où les promesses faites par David Cameron de réformer la Constitution et d'accorder plus de pouvoir aux 4 nations du Royaume ont joué un rôle dans la victoire du non. Des promesses qu'il va falloir tenir et que des députés conservateurs lui reprochent déjà. Vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet www.rti.ci. Merci de nous avoir suivis. Excellent dimanche chez vous.